Je vais vous la représenter. Elle est comme ça. C'est une fonction qui est strictement croissante. C'est une fonction qui est strictement positive aussi. Ok ? Et vous avez sûrement dû entendre le terme croissance exponentielle, c'est pour dire quelque chose qui va croître très vite, parce qu'en fait cette fonction elle croît extrêmement rapidement. Là on a un moins dedans, du coup la représentation de cette quantité, ce serait celle-là. Donc là on a plutôt au contraire quelque chose qui décroît très rapidement. Tout ça pour dire que cette quantité est strictement positive et que du coup j'ai le droit de définir cette fonction. Mais le plus grand avantage de cette quantité-là, c'est que c'est toujours inclus dans 0,1. Et vous étudiez, vous, les probabilités, et vous savez qu'une probabilité, c'est une application à valeur dans 0,1. Et donc en fait, finalement, ce qui est génial, c'est que tout ce qu'on a réussi à travailler, tous les travaux qui ont été faits sur les probabilités, on va pouvoir les utiliser pour le modèle du neurone formel grâce à cette fonction. Ok ? Donc voilà une application. A priori, quand on voit un neurone, on ne pense pas forcément à tous ces détails, mais ça reste quand même quelque chose de très utile. Alors maintenant, je vais vous parler de l'intégrale, du signe. Vous n'avez sûrement pas encore rencontré non plus cette quantité-là. Alors j'imagine que dans le cadre de votre programme, vous avez rencontré la dérivation. Eh bien en fait, ça c'est un peu l'opération opposée. D'accord ? C'est ce qui permet de passer de la dérivée à la fonction de base. Alors, les acteurs principaux, lui c'est Jordan. On n'en parle pas beaucoup en général. Riemann, c'est la figure la plus populaire, on va dire, pour l'intégrale. E2, il y en a un qui s'appelle Kurzweil et l'autre qui s'appelle Einstock, je ne sais pas lequel est lequel, mais en tout cas, leur importance est capitale. Je vous dirai pourquoi. Et le dernier, c'est Lebesgue, que vous ne verrez pas au lycée et pas en prépa non plus. En fait, vous le verrez à partir de Bac plus 3 en général. Mais c'est intéressant de se dire que tout ne s'arrête pas à l'intégrale du lycée. Alors, très rapidement, l'intégrale, ça sert à quoi? L'intégrale d'une fonction à valeur réelle, ici par exemple, vous avez votre courbe, et l'intégrale, c'est un outil mathématique qui permet de calculer l'aire en fait, qui va être sous la courbe. D'accord? Vous avez une fonction quelconque, et on va vouloir calculer l'aire. Et alors avec le temps, alors je vais le mettre là. Donc j'ai une fonction là. Et je veux calculer l'aire qui est ici. Alors c'est comme pour tout en fait. Pour calculer l'aire d'un cercle, on a commencé par l'approximer par des polygones réguliers. On a d'abord mis un triangle. On a dit que l'aire du cercle c'était à peu près l'aire du triangle. Mais on a beaucoup trop d'erreurs. Et puis ensuite on a mis un carré, etc., etc. Et en fait, on construit quoi? On construit finalement une suite de polygones réguliers dont le nombre de côtés tend vers l'infini. Et en tendant vers l'infini, on a à peu près l'aire du cercle. Là, ça va être pareil. On va couper notre intervalle AB en plein de petits morceaux. Okay, et à chaque fois, on va dessiner des rectangles qui ont pour base, par exemple, si je les appelle x0, x1, x2, etc., x indice n-1, xn, d'accord? Donc la base, à chaque fois, elle vaut x1 moins x0 pour celui-là, x2 moins x1 pour celui-là, et en haut, cette quantité-là, par définition, c'est f de x0. Et puis ensuite, je refais la même chose, avec ici f de x1, etc., etc., jusqu'à obtenir finalement plein de rectangles, et je vais dire finalement l'intégrale de la fonction, que je vais noter comme ça, intégrale de f entre a et b, c'est à peu près égal à la somme de mes rectangles R indice K. D'accord?
Donc jusque-là, a priori, il n'y a rien de bizarre, tout a l'air de bien fonctionner, mais on verra après que non, tout ne fonctionne pas forcément très bien. Alors, finalement, quand est-ce qu'on dira qu'une fonction elle est intégrable? Eh bien, cette somme-là, celle que j'ai écrite, à chaque fois, vous voyez qu'il y a un petit débordement. Alors là, il n'y en a pas, ça tombe bien. Ici, ça donne ça. Ensuite, ça donne ça. Alors, comme ça. Puis ça donne ça. OK? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'approxime par les valeurs négatives. La valeur la plus petite des xi. OK? Et puis ensuite, si je veux approximer par la valeur la plus grande, donc ici, ça me donne ce rectangle-là. Ensuite, ici, ça me donne ce rectangle-là. Et puis là, ça me donne ce rectangle-là. OK? Et en fait, ce qu'on voit finalement, c'est que là, j'ai un petit rectangle de différence un peu partout. Là, ça va me donner ce rectangle-là. J'ai encore un rectangle bizarre qui est un peu au-dessus, un peu en dessous de ma courbe. Et au final, ma première grande somme, la première somme, donc celle avec les rectangles d'approximation au-dessus, je peux la noter comme somme des longueurs, à chaque fois elles valent xi plus 1 moins xi, pour i égale 0 jusqu'à n moins 1, multiplié par quoi? Par f de xi. Ouais. Bon. Et en fait, f de xi ici, c'était la plus grande valeur de f sur ce petit intervalle. D'accord? Quand c'est la plus grande valeur de f, on la note tout simplement le sub de f sur le petit intervalle xi moins 1. Voilà. Ça paraît un peu compliqué, mais en fait, quand on écrit les choses, c'est finalement une somme de rectangles dont la base vaut ça et dont la hauteur vaut ça. Maintenant, si je considère l'autre somme, eh bien, c'est à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, j'ai pas la valeur supérieure de f, mais j'ai la valeur inférieure de f. Donc ça me donne ça. Et au final, si je fais la différence de ces deux sommes, j'obtiens la somme des xi plus 1 moins xi multiplié par le sup moins 9. Voilà ce que me donne la différence de cette somme-là par celle-là, qui je l'appelle S1 et celle-là S2. J'ai S1 moins S2 qui vaut cette quantité-là. Ok? Cette quantité-là, en fait, on l'interprète comme quoi? On l'interprète comme la somme de la somme des aires. On l'interprète comme la somme des aires des petits rectangles, en fait. D'accord? C'est ce qu'on appelle les rectangles d'erreur. Ça veut dire que je vais en avoir qui vont approximer par en dessous avec une petite erreur, et je vais en avoir qui vont approximer par au-dessus avec une petite erreur. Et bien du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter toutes ces erreurs. Et moi, ce que j'aimerais pour que ce soit intégrable, c'est que cette erreur, je puisse la contrôler. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit tout simplement que cette quantité doit être inférieure ou égale à un certain epsilon pour n'importe quel epsilon. Donc si, à chaque fois, je peux trouver un nombre tel que cette somme est très petite, c'est-à-dire minimiser mes rectangles d'erreur, c'est-à-dire ne plus avoir d'erreur, eh bien, je vais pouvoir dire que ma fonction, elle est intégrable. D'accord? Je pense que c'est pas forcément très clair pour tout le monde, mais c'est normal. L'aspect aussi, c'est aussi l'aspect, enfin, c'est un peu l'aspect mathématique, c'est aussi vous dire que le boulot du mathématicien, c'est de savoir passer de un graphe tout simple et des questions à une mise en équation, et c'est ça qui va vous être demandé pour ceux qui font des études supérieures de mathématiques. Donc là, une fois qu'on a défini ce que c'était la Riemann intégrabilité, si je peux toujours trouver un epsilon tel que cette somme respecte cette inégalité, alors ma fonction va être intégrable.
Alors, donc, il y a un truc qui est très bien, c'est que finalement, l'intégrale d'une fonction f entre a et b, elle vaut grand f de b moins grand f de a. Et ça, c'est ce qu'on appelle le théorème fondamental du calcul différentiel. C'est le gros théorème que vous allez voir quand vous allez travailler sur les intégrales. Avec, bien sûr, grand f' égale petit f. Et ici, grand f' s'appelle la primitive de f. Donc jusque-là, vous avez dérivé, vous avez essayé de trouver la fonction un peu en dessous, et bien là, vous voyez la fonction un peu au-dessus, ce qu'on appelle la primitive. D'accord? On a évidemment que l'intégrale de f', c'est égal à f. Alors ça, je vais vous laisser méditer dessus, mais quand vous aurez vu le cours sur les intégrales, ça vous paraîtra extrêmement évident, sauf que aucun cours ne dira que c'est leur théorie de l'intégration qui le démontre rigoureusement. Donc je vais quand même écrire leur prénom. Parce que le mérite quand même cette petite attention. Alors, dernier point, on va un peu parler de lui. Donc ça c'est carrément hors programme, mais c'est intéressant pour vous, je vais en parler beaucoup plus simplement. Il y a des fonctions, comme on l'a dit, enfin, pourquoi pousser dans les théories de l'intégration? Pour la simple et bonne raison qu'au bout d'un moment, on est dépassé. Nous, quand les mathématiciens font une théorie de l'intégration, ils cherchent à embrasser un maximum de fonctions. Malheureusement, l'intégrale de Riemann, celle que vous voyez ici, elle ne peut pas embrasser, elle ne peut pas montrer rigoureusement que telle fonction est intégrable ou que telle fonction ne l'est pas.